Voilà. Donc, QGIS, tel que vous l'avez utilisé jusqu'à maintenant, vous avez utilisé juste les outils qui étaient intégrés de base dans le logiciel. Vous n'avez pas utilisé d'application ou de plugin ou d'extension de traitement. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez la possibilité avec QGIS d'ajouter des plugins ou des extensions qui sont développés par des utilisateurs qui ont des bons niveaux en programmation. Donc, tout le monde voit mon écran avec QGIS. Okay. Donc ici, vous avez un menu qui s'appelle Extensions et une entrée qui s'appelle Installer et gérer les extensions. Donc, comme la plupart des logiciels maintenant, en fait, QGIS est livré avec une version de base. Et puis après, vous allez pouvoir vous connecter à des serveurs où des utilisateurs un peu chevronnés ont mis à disposition des développements informatiques spécifiques à QGIS et que vous pouvez vous intégrer à votre application. Donc, vous voyez ici que moi, dans mon cas, j'ai 635 extensions disponibles sur Internet pour pouvoir améliorer les capacités de ce logiciel. Donc là, vous avez plusieurs entrées à gauche, vous avez toutes les extensions, vous avez celles qui sont déjà installées sur ma machine, vous voyez que j'en ai pas non plus 3000, hein. Et puis vous avez toutes celles non installées, etc. Bref, il y a plusieurs façons. Donc l'idée ici, hein, c'est vous avez une barre de recherche et c'est de rentrer, par exemple, si vous cherchez quelque chose sur la télédétection, vous pouvez taper des mots-clés en lien avec la télédétection. Par exemple, là, je tape remote sensing, qui est le terme anglais pour la télédétection ou le suivi des phénomènes avec des images satellitaires. Et vous voyez qu'ici, vous avez une entrée qui apparaît en gras qui s'appelle Semi-Automatic Classification Plugin. Donc, le fait qu'elle soit en gras, ça veut dire qu'elle est déjà installée sur ma machine. Et si je clique dessus, j'ai un certain nombre d'éléments descriptifs qui m'expliquent un peu ce que va faire cette extension. J'ai des informations sur les différentes versions qui ont été fournies, etc. Et puis, j'ai des fois des liens vers le site du programmeur s'il a mis en place un site pour décrire son extension. Donc là, la difficulté pour ajouter des extensions, c'est d'avoir les bons mots-clés. Alors, par exemple, si moi, je cherche qu'est-ce qu'on peut faire avec un GPS à l'intérieur de QGIS, je peux taper, je peux essayer le terme GPS et puis voir un petit peu ce qui ressort et comment je vais pouvoir ou pas l'importer et l'intégrer à mon projet en cours. Alors attendez, j'essaie de vous en trouver un. Sentinel. Alors Sentinel, c'est un programme de satellitaire européen qui existe depuis maintenant 4-5 ans et puis qui permet d'accéder à des données gratuites qui ont déjà été payées par les impôts des habitants européens et qui permet d'avoir des données assez intéressantes. Donc, je vous en prends un au hasard, par exemple, là j'ai un logiciel, une extension qui va permettre de télécharger des données directement dans QGIS à partir d'une interface de recherche, etc. Donc, si ce plugin m'intéresse et si je veux l'intégrer à mon projet, vous avez juste à cliquer sur installer le plugin ici. Vous voyez qu'il y a une petite barre de progression, il va récupérer les ressources, il est en train d'installer le plugin. Ok, donc là, a priori, sur ce plugin, j'ai une erreur de programmation, donc je laisse tomber. J'en prends un autre. Peut-être que non, a priori, il ne va pas vouloir. Alors, c'est très. La difficulté de ces plugins, c'est qu'en fonction des versions que vous utilisez, ça peut avoir des problèmes d'incompatibilité, etc. Donc, c'est vraiment du test essai-erreur. Donc là, voilà, là, j'ai installé une extension qui s'appelle Send-to-Core Adapter. Et généralement, je vais avoir du coup, je sais pas où elle va apparaître. Voilà, j'ai ici un nouvel outil qui est apparu, S2C, et si je clique dessus, je vais avoir une nouvelle interface qui apparaît, qui va me permettre de faire un certain nombre d'actions sur des données. Et après, j'ai normalement un certain nombre d'éléments d'explication pour vous aider à utiliser ces extensions. Ce que je veux vous dire par là, ce n'est pas qu'on va les utiliser ce matin, hein, mais c'est que vous avez la possibilité, ou à travers les ressources que vous allez voir sur YouTube, dont parlait Marie, etc., vous avez la possibilité de
customiser votre logiciel QGIS et d'ajouter des fonctionnalités qui ne seraient pas fournies dans la version de téléchargement que vous récupérez au départ. Donc ça, il faudra que vous identifiez bien ça pour que vous puissiez éventuellement aller chercher des ressources supplémentaires en termes de traitement via ce module extension. Je pense que déjà, il y a aussi la nécessité de maîtriser la version de base du logiciel avant d'aller trop upgrader votre application, mais c'est intéressant de savoir que tout ça existe. Pour la petite histoire, le mode de fonctionnement des logiciels libres comme QGIS, c'est que si une extension fonctionne vraiment bien et qu'elle est plébiscitée par les utilisateurs, normalement, dans une version une version officielle qui va sortir d'ici 6 mois, 1 an, cette extension sera intégrée à la version de base que les personnes vont télécharger. Donc, il y a une intégration progressive des extensions qui apportent des fonctionnalités supplémentaires au logiciel. Si ces extensions sont stables et plébiscitées par les utilisateurs, elles sont progressivement intégrées à la version de base du logiciel. OK. Donc, merci les filles. Est-ce que des garçons veulent prendre un petit peu la parole pour rééquilibrer le sexe ratio là, des interventions dans ce module? Je vois que ça se pousse au portillon. C'est impressionnant. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la suite là, pour donner son sentiment quant à la maîtrise du logiciel QGIS? Vous m'entendez? Laura, donc oui. Bah, je sais pas trop si je peux parler parce que j'étais pas trop dedans durant toute la semaine pour des petits problèmes personnels, mais en tout cas, pour l'instant, je me sens un peu comme une mémé complètement perdue avec la technologie. Enfin, ça va beaucoup mieux avec les vidéos et les interventions Skype qu'on a fait, mais j'ai encore beaucoup de mal parce que, contrairement à ce que disait Marie tout à l'heure, moi, je préfère quand on est en groupe et quand le professeur est là parce que tout de suite, quand il y a un truc que je ne comprends pas, je peux appeler le professeur et c'est réglé en 2 minutes. Et là, le fait qu'on soit un peu tout seul, ça fait que je passe 10 ans à chercher la même fonction et en fait, ça m'agace un peu parce que du coup, je perds beaucoup de temps et c'est déjà c'est énervant d'être sur l'ordinateur toute la journée depuis le confinement, mais voilà, et du coup, je suis un peu perdue et ça me donne envie d'un peu d'abandonner parfois. Bon, il faut que tu gardes la motivation. Il y en a pas mal quand même qui ont utilisé le forum ou qui m'ont fait des mails hier et même avant-hier. Hein, et, alors, je ne dis pas que je suis réactif à la minute près, mais j'essaye quand même de vous faire une réponse quand je suis disponible et derrière mon ordi assez rapide. Et ça peut être aussi une façon de contourner l'absence de l'enseignant juste à côté de toi. Après, je comprends que quand on est bloqué, quand on a l'impression de correctement faire une procédure et que ça ne marche pas, parce que des fois, il y a aussi des erreurs dans le fichier TP, etc., c'est assez déprimant et on peut perdre la motivation. Donc, c'est important que tu en parles. Je pense que aussi, là, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui à travers le confinement, c'est des situations que vous allez revivre plus tard. Je ne parle pas de confinement, mais le fait de devoir vous former sur des applications sans avoir forcément un enseignant derrière. C'est-à-dire que quand vous allez être en situation professionnelle, dans les années à venir, tu imagines bien que vous allez devoir évoluer dans la maîtrise de vos outils, etc. Et je suis désolé de vous le dire, mais vous ne serez pas forcément dans des structures qui vont vous payer des formations de l'ordre de 3-4 jours de formation pour vous donner la maîtrise de tel logiciel ou tel logiciel. Et du coup, vous allez certainement devoir monter en compétences en totale autonomie pour pouvoir vous former sur des logiciels que vous n'auriez pas eu en enseignement dans
super gros. Donc, par contre, je suis d'accord que c'est moins simple que si tu as quelqu'un qui est à côté de toi qui, dès que tu lèves la main, te donne une réponse ou en tout cas t'aide à trouver une porte de sortie. Et du coup, tu vas devoir t'y frotter de toute façon dans les années à venir. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour s'y frotter, mais je pense qu'il faut quand même que vous vous imaginiez, que vous projetiez que ça va être des situations dans lesquelles vous allez encore vous retrouver dans votre futur proche. Et puis après, petit à petit, en vieillissant, vous allez faire appel à des stagiaires qui auront la maîtrise de ces outils et qui vous laisseront juste spectatrice ou spectateur de ce qui va se passer, faute d'avoir le temps de vous former à ces nouveaux outils, etc. Et c'est frustrant. C'est frustrant. Voilà. Par contre, là, effectivement, ces quelques jours, là, il faut arriver à garder la motivation. Ça va être long, hein. On a encore quelques semaines à passer ensemble et je ne sais pas comment va se finir le semestre là, de cette année un peu particulière. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver des moyens de trouver la motivation pour continuer à travailler et à se dire, bon, là, j'en peux plus, je fais une pause et je reviens un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure après parce que j'ai à nouveau envie de m'y frotter. Mais il va falloir que vous trouviez des ressorts, effectivement, pour ne pas perdre la motivation et pas vous perdre aussi dans l'obligation, en fait, entre guillemets, de continuer à maintenir l'effort en autonomie. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Donc, il faut arriver à trouver des ressources là-dessus. Ouais. Est-ce que… Peut-être, Ouais, Mansour. oui, bon, Vas-y, comme Mansour. que les autres garçons ne veulent pas parler, C'est vrai, hein, ça. Il faut que tu les motives. Hein. bon, sinon vous allez perdre votre statut de garçon. Hein. Ouais, bon, bref. Du coup, moi, bon, j'ai fini juste hier soir tard le TP1. Oui. Bon, j'ai pas mal galéré. Ben, et si je bloque, j'appelle les collègues, vu que je peux pas, je suis pas trop dispo le matin. Voilà. Mais ce que j'ai constaté, c'est que voilà, c'est un peu difficile en fait de le faire seul et à distance. Parfois, il y a des questions qui nous traversent la tête et on aimerait bien avoir le prof à côté de nous ou bien des collègues à côté de nous, voilà, pour que ça avance plus vite et que quand on travaille seul, je pense que, bon, c'est différent de travailler en classe au niveau motivation. Voilà. Il y a ça aussi et je pense que pour les TP qui vont suivre, bon, on va voir l'évolution, mais pour l'instant, le TP1, je peux dire que, voilà, on connaît les bases. Personnellement, on connaît les quelques bases, voilà, pour ne pas éviter d'être trop optimiste pour la suite. Il y a des nouveaux enfants qui nous rejoignent. Alors, Mansour, moi j'entends bien. Par contre, ce que j'aimerais, du coup, moi, c'est normal que tu aies des questions au cours du TP. Alors, c'est très bien que vous organisiez entre vous, que vous fassiez appel à gauche, à droite trouver des réponses. Par contre, n'hésite pas à soit le mettre dans un bout de papier pour l'écrire sur un bout de papier, puis éventuellement nous les ressortir là pendant ces séances de débriefing collective, ou à envoyer un mail, même rapide, en disant bah, ça je ne comprends pas, etc. Soit j'essaye de faire une réponse collective dans la foulée, soit je me le garde en pense-bête pour pouvoir après essayer d'y répondre quand on fait les points vidéo collectifs. Mais il ne faut pas hésiter à les partager. Hein, alors c'est vrai que je ne vous ai pas fait de laïus là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de posture qui serait critiquable si tu demandes ah ben ça j'ai pas compris, comment je peux trouver la solution, etc. Il faut vraiment que, d'autant plus là dans la situation qu'on a cette année, de se sentir libre et non jugé entre guillemets, de poser les questions qui vous passent par la tête et qui sont certainement légitimes. Si tu te les poses, en tout cas, ça veut dire que tu as besoin d'obtenir une réponse et il n'y a pas de honte, entre guillemets, à devoir les poser, les partager via le mail, etc., pour pouvoir après qu'on arrive à fournir une réponse. Soit c'est moi qui le fais, si tu le fais par mail à l'ensemble de la promo,
en m'incluant aussi dans ton envoi, bah, je peux voir dans quelle mesure aussi les autres de la promo te fournissent des réponses, hein. J'ai vu que dans dans le module conversation, il y avait un certain nombre d'entre vous qui déjà commençaient à se répondre et à dire ah bah tiens là c'est en cliquant sur tel ou tel bouton que tu vas avoir telle option. Donc il y a déjà un partage de connaissances collectif et du coup il faut vraiment s'appuyer là-dessus pour pouvoir après progresser entre vous. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu te sentes libre aussi de poser les questions qui te traversent l'esprit pour qu'on puisse après essayer de trouver des éléments de réponse qui te permettent d'avancer. Alors, c'est bon pour les garçons, il n'y a que Mansour qui veut s'exprimer. Ok, du coup, on va juste reprendre sur la notion des cartes. Alors, tout à l'heure, il y avait une question de savoir vraiment finalement quand on fait une carte, à quoi correspond une mise en page. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait essayer de répondre, de fournir un élément de réponse sur cette question, c'est-à-dire à quoi correspond un projet SIG et finalement quand on parle d'une composition cartographique, à quoi ça correspond d'un point de vue technique ou transfert d'informations, etc. Personne? Ok. Donc, ici, Moi, oui. la seule chose que j'ai pu comprendre, c'est que sur le projet, Il y a un petit souci avec Marie. sur le projet, on est en lien avec nos amis. Par contre, comme carte de réseau, Ouais, il y a un petit souci, Marie. Je suis désolé, c'est très saccadé au niveau du son. Est-ce que tu peux réessayer de prendre la parole? ouais, j'ai pas beaucoup d'internet. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Je suis désolé. Là, vous m'entendez? Non, c'est très saccadé, très haché. Du coup, je suis désolé. Je vais reprendre la main parce que là, Là, vous m'entendez? là, on t'entend. Vas-y, essaye. Peut-être coupe la vidéo. Peut-être coupe la vidéo pour n'avoir que le son. Des fois, ça peut permettre Là, vous m'entendez? Vas-y, Oui, c'est bon. ok. Non, bon, c'était seulement que si j'avais bien compris, dans le projet, on a un lien avec nos données, nos fichiers vecteurs ou raster. Mhm. Et par contre, quand on fait la mise en page, on n'a plus ce lien. Donc, moi, je pense. Ok, alors je ne sais plus qui c'est qui avait dit tout à l'heure, c'était Camilla, non, qui c'est qui disait que c'était pas très clair le lien entre. Oui, oui, c'est moi. Enfin, je sais pas si c'est pas très clair. Après, je suppose que en fait, c'est pour passer de données vectorielles et éventuellement raster à une image qu'on pourrait envoyer. Ok. Mais enfin, je comprends hein, tout le principe. Non, non, mais je n'ai pas dit que tu avais strictement rien compris. Mais je pense qu'il faut qu'effectivement ce soit assez clair pour vous. Donc, Ouais, au moins savoir, par exemple, quand on crée une carte, la finalité qu'on attend ou. ouais. Dans un projet QGIS, vous avez toutes les données que vous voulez et que vous pouvez triturer dans tous les sens. Ça peut être juste pour un objectif de visualisation de l'information. Ça peut être pour réaliser des traitements, sortir des résultats statistiques que vous allez utiliser après dans une autre application. Ça peut être produire un tableau de valeurs statistiques que vous allez exploiter dans un logiciel comme R, par exemple, derrière, pour pouvoir faire des traitements un peu plus poussés d'un point de vue traitement de la donnée. Ou ça peut être juste produire une carte pour l'intégrer dans un élément d'illustration, dans un rapport, etc., ou localiser votre zone d'étude. Quel que soit l'objectif que vous allez avoir, vous allez effectivement dans QGIS avoir une interface qui va vous permettre de charger des couches d'informations, que ce soit au format vecteur, raster, que ce soit en local ou sous forme de géoservices, donc de flux Internet type fond Google, fond OpenStreetMap, etc. Tout ça, ça va vous permettre d'intégrer toutes les couches d'informations dont vous avez besoin dans votre projet.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la main sur chacune des couches. Vous allez pouvoir organiser ces couches, quelle sera la couche qui sera au-dessus, en dessous, gérer la bonne visibilité de votre information. Donc là, il y a déjà une organisation de la donnée à avoir, c'est-à-dire qu'a priori, vous n'allez pas mettre les couches les plus courantes tout en haut. Il y a une logique de mettre des images, les couches vectorielles après sous forme de polygones, et puis après les lignes et après les points, pour que le maximum d'informations soit visible et pas masqué par les différentes couches qui s'entrelaceraient dans votre projet. Ça va être le premier élément de réflexion et de travail. Après, sur chacune des couches, vous allez pouvoir modifier l'apparence de cette couche. Donc, avec le moteur symbologique que vous avez déjà un petit peu pratiqué dans le premier TP, vous allez pouvoir changer l'apparence des couches en fonction de la valeur des objets qu'ils portent via leur table attributaire. Donc, l'idée des données au format vectoriel, c'est que vous allez avoir pour chaque objet un certain nombre d'attributs qui vont vous permettre de modifier l'apparence de ces objets au sein d'une même couche à partir de la variation des valeurs de ces des différents attributs stockés dans la table attributaire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez obtenir, comme c'est le cas ici, par exemple, la dernière fois on avait fait ça, il y avait limite administrative, voilà, sur lesquelles on avait travaillé la modification d'apparence. Ça peut être un peu long à s'afficher. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez obtenir un certain résultat visuel et graphique au regard de la question que vous vous posez. C'est-à-dire que quand vous voulez produire une carte, généralement, vous avez une question en amont. Ça peut être une carte de localisation, là, a priori, il n'y a pas trop de questions. Et ça peut être aussi une carte qui vise à montrer les différences au sein d'un territoire sur un phénomène donné. Par exemple, ici, c'était la variation de densité de population sur les communes des départements de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Et donc, l'idée ici, c'est éventuellement de produire cette carte pour après pouvoir l'intégrer dans un rapport et pour pouvoir après dérouler une petite description de carte sur l'organisation justement de cette densité au sein du territoire. Est-ce qu'il y a des logiques organisationnelles? La dernière fois, on l'a regardé en quelques secondes. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah bah oui, tout est concentré au niveau du littoral. » Donc, on pourrait imaginer développer tout un discours comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'au sein du projet QGIS, vous allez aller le plus loin possible en termes de finalisation de la représentation de votre donnée. Par exemple, ici, j'ai modifié la couleur de mon fond. Finalement, je trouve ça pas forcément approprié. Là, je vais aller triturer les propriétés de mon projet pour lui dire que la couleur de fond, genre taupe violet, là, c'est finalement assez moche et ça rend mal sur mon projet. Donc, je vais repasser en blanc parce que finalement, ça donnera une carte plus jolie ou qui donnera plus de visibilité à mon information. Je vais pouvoir ici, sur limite administrative, je suis assez content de mon résultat. Par contre, j'aimerais un petit peu mieux voir les différences ou au contraire, moins voir les différences en termes de limites de communes pour donner plus de visibilité à mes objets. Je vais retourner dans les propriétés de limite administrative et je vais vouloir faire deux changements. J'aime pas trop le rouge qui est trop criard et donc ça génère un contraste trop fort. Et j'aime pas trop les limites entre mes communes. J'aimerais quelque chose de plus doux. Donc là, je vais avoir deux actions à mener. Une sur la couleur finalement de ma palette. Donc je peux double-cliquer sur la palette et dire finalement ce rouge il est un peu trop fort. Moi je vais vouloir quelque chose d'un petit peu plus doux. Voilà, ok, appliquer. Voilà, ça va me fournir quelque chose d'un petit peu plus dans la continuité des autres couleurs. Et puis, j'aime pas trop les limites que j'ai pour mon symbole. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une entrée symbole qui me permet de paramétrer les propriétés générales de tous les symboles, quelle que soit leur couleur. Donc, typiquement, ici, je vais décider, par exemple, de ne pas avoir de traits
pour les différenciations de mes limites. Alors, je fais un essai, souvent c'est du essai-erreur, hein, donc là, je vais voir, j'applique, je regarde le résultat. Ah ben, c'est pas mal. Je trouve que ma carte, elle est plus lisse. Par contre, en fait, quand il y a des gros aplats de communes qui appartiennent à la même classe, je vois plus ses limites. Donc, finalement, c'était une mauvaise idée. Donc là, je reviens ici, je remodifie ça à la marge. Donc, je veux une ligne, mais qui soit vraiment la plus fine possible. Et puis, peut-être un petit peu plus sombre. Voilà, plus fine, mais plus sombre. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai quelque chose qui est un petit peu moins épais que tout à l'heure, qui peut-être me donne plus satisfaction et qui me permet de mieux voir les lignes. Donc, l'idée ici, c'est que vous allez continuer dans votre projet, je finis Camilla, vous allez continuer dans votre projet à essayer d'obtenir visuellement sur votre projet QGIS la carte que vous souhaiteriez avoir à la fin. Camilla. Oui, en fait, comme on était dans la symbologie, je voulais savoir s'il y avait un moyen de zoomer sur un histogramme dans la... Ah oui, tu m'avais posé la question. J'ai la même question. Je ne sais plus qui J'ai m'a pas posé la réussi. question par mail Moi. ou sur forum. Dans histogramme, donc déjà la première option, il faut charger les valeurs. Voilà. Alors le problème là sur ces valeurs, c'est qu'il y a la ville de Montpellier qui pose problème. Vous voyez que c'est la ville là, qui récupère les densités les plus fortes. Donc effectivement, on peut zoomer en faisant pourquoi il veut pas? Attends, je regarde. Alors, je pense que. Alors, c'est peut-être tu peux zoomer sur les histogrammes de données raster. Non, quand tu poses ça, ça pose une classe, donc c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, si tu repars sur symbole unique, non, tu vas pas pouvoir avoir d'histogramme. Catégoriser. Attends, je regarde un truc. J'aurais été tenté de te dire oui, et là j'ai l'impression que ma réponse va être non. Normalement, tu devais créer un encart avec ta souris pour pouvoir. Alors j'essaie de voir en combinant avec les touches du clavier, a priori, il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, moi, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Hein. Effectivement, c'est pas possible. Alors c'était possible dans une version antérieure, ça j'en suis sûr, hein, puisque je le faisais faire aux étudiants. Là, ça n'a pas l'air possible, ça a l'air d'être un petit peu plus figé qu'avant. Donc, charger les valeurs. Ce qui fait qu'effectivement, on a un histogramme suivant la forme de la distribution qui peut être assez illisible, comme c'est le cas ici, hein, où on n'a pas possibilité de faire des zooms pour voir un peu une forme plus détaillée de cet histogramme, à part d'agrandir l'écran. Mais bon, par exemple, sur un ordinateur portable avec un petit écran, ça va rendre les choses un peu difficiles. Moi, en agrandissant ici, je peux commencer à voir un petit peu la forme. Je vois qu'il y a des petits soubresauts dans l'histogramme, mais c'est vrai que ça reste assez compliqué à visualiser. Alors, c'est un premier outil de visualisation, hein, mais qui reste assez basique dans le QGIS. D'une version à l'autre, il s'améliore, mais ça reste effectivement pas encore la panacée. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la possibilité, comme dans un logiciel d'analyse statistique type R, etc., de zoomer sur des sous-parties ou de faire des traitements particuliers. On ne peut pas changer l'échelle sinon? Et ben, c'est ce que je suis en train de voir. Là, les barres d'histogramme, c'est le nombre de barres que tu veux faire. Voilà, donc là, tu peux dire, ben voilà, je veux que 20 barres différentes, ou j'en veux 200 par exemple, ou là, tout à l'heure, tu peux aller jusqu'à 999, donc c'est le nombre de pas de découpage que tu vas faire pour aller de la valeur min à la valeur max. C'est le nombre de barres de ton histogramme qui te donne un tracé plus ou moins détaillé. Tu vas pouvoir afficher la moyenne, l'écart type. Et là, le rendu, ça n'a rien à voir, donc c'est pas en lien avec l'histogramme.
Donc, ouais, tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup plus que ça. Donc, tu vas juste pouvoir jouer sur le nombre de bins, quoi, le nombre de barres de ton histogramme. Du coup, est-ce que vous avez un conseil pour créer les meilleures classes possibles et que ce soit représentatif du jeu de données? Est-ce que j'ai un conseil? Alors, on avait essayé d'y répondre avec Jocelyn la dernière fois, mercredi. Non, je n'aurais pas de conseil à proprement parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est effectivement, soit vous avez une connaissance un peu experte du domaine et vous savez qu'il y a des valeurs vraiment importantes qui vous font passer j'allais dire, d'un monde à l'autre. J'avais pris l'autre fois l'exemple de si on s'intéressait à des données cartographiques sur des exploitations agricoles et qu'un des attributs, c'était par exemple la production. En fonction du tonnage produit, on sait qu'on est sur une petite exploitation familiale ou au contraire sur quelque chose d'assez moderne avec des gros investissements, etc. Et on a des ordres d'idées en fonction des régions ou du type de production, de quelles sont ces valeurs seuils qui vous font passer d'une classe à l'autre en termes de type d'exploitation. Et on pourrait imaginer que c'est là-dessus que tu vas partitionner tes ensembles de données. Sur la population, ça peut être des éléments qui ont un lien, par exemple ici, avec ce qu'on appelle les communes rurales, les agglomérations, donc des notions en se référant à des références administratives ou de statut de commune. Où sont les petites communes rurales, où sont les grosses agglomérations, etc. Si après, toi, ce qui t'intéresse, c'est des notions de population, ça peut être des grosses tranches de population, tous les 5000 habitants, par exemple, etc. Et puis après, il faut qu'il y ait quand même un rendu graphique derrière qui permette, sur ta carte, de voir des différenciations. C'est-à-dire que l'idée de la carte, c'est quand même de montrer une situation et aussi de mettre en opposition ou en tout cas de montrer ce qui est différent à l'échelle d'un territoire par rapport aux paramètres que tu cartographies. Donc, il faut trouver un compromis entre la donnée qui t'intéresse et est-ce que le choix des classes que tu as fait va te permettre de prévisualiser quelque chose de différent au sein du territoire que tu cherches, sur lequel tu cherches à travailler. La dernière fois, on avait la dernière fois, on avait vu que suivant le choix que vous pourriez faire sur les classes, il y avait des fois en résultat. Alors, attendez, je vais juste voilà. Si on prend limite administrative ici, si on avait vu que si on se basait sur la population, il y avait un certain nombre de classes proposées par l'application qui ne donnaient pas des résultats vraiment très intéressants. Hein. Si là je demande 10 classes de population classées, on voit que par défaut, par exemple, ce genre de discrimination-là n'a pas trop d'intérêt. Ça me permet juste de voir Alès, Nîmes, Montpellier, Narbonne, et puis les grandes agglomérations, Perpignan, même Carcassonne n'apparaît pas. Donc là, on voit que ce qui est proposé par défaut par le logiciel n'est pas satisfaisant par rapport au rendu de carte finale. Donc après, il y a aussi une propre autocritique à avoir sur la donnée pour être sûr qu'elle mette aussi en avant un certain nombre de différences au sein d'un territoire sur lequel tu pourras t'appuyer pour, encore une fois, dérouler un discours. Hein. L'idée de la carte, c'est que c'est un support cartographique, c'est un support graphique qui va vous permettre après de dérouler un discours, de proposer des hypothèses d'organisation d'un phénomène donné, d'essayer de aussi proposer des hypothèses de pourquoi ce phénomène est structuré tel que ça peut apparaître sur la carte par rapport à éventuellement d'autres informations dont vous disposeriez, etc. Donc, ça m'est difficile de te donner une réponse en te disant si tu as tel type de données, ça sera forcément ça qu'il faudra utiliser, forcément telle méthode avec forcément 5 classes, etc. Alors après, il y a des manuels de sémiologie graphique, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, toute la
la science relative à la représentation de l'information cartographique, c'est la sémiologie. Je vous transférerai tout à l'heure un mail qui vous amène sur la plateforme d'enseignement de l'ENSG, c'est l'École nationale des sciences géographiques, donc c'est une école d'ingénieurs située à Paris, qui forme les ingénieurs géographes, où vous avez un certain nombre de documents de référence de cours qu'ils utilisent, ou qu'ils utilisaient, mais en tout cas qui sont à disposition au téléchargement gratuitement et qui vous permettent un petit peu d'avoir des références sur les sciences de la sémiologie. C'est-à-dire que les cartes que tu manipules aujourd'hui, par exemple une carte de rando, une carte top 25, pour arriver au code graphique utilisé dans ces cartes, il y a tout un ensemble de personnes qui ont réfléchi sur l'épaisseur du trait, le nombre de couleurs qu'on pouvait utiliser dans une carte pour qu'elle soit compréhensible par le plus grand nombre. Il y a des gens qui font des thèses pour savoir combien de couleurs maximum tu peux utiliser avant que ton cerveau ne soit plus en capacité de bien comprendre le message contenu dans une carte, etc. Donc, il y a un certain nombre de règles qui sont rappelées dans ces manuels et qui peuvent permettre un peu de comprendre la logique organisationnelle d'une information. Regardez, petit élément d'illustration. Vous avez aussi, par exemple, ici, la possibilité, voilà, dans QGIS, il vous propose de simuler la carte telle qu'elle apparaîtrait pour quelqu'un qui aurait des problèmes de perception des couleurs, donc en l'occurrence les daltoniens, qui touchent quand même une grosse partie de la population française. Hein. C'est pas un trouble visuel anodin. Et du coup, l'idée, là, c'est de proposer aux gens, alors si vous allez dans Vue, mode d'affichage, vous avez la possibilité de simuler la carte telle qu'elle apparaîtrait juste en noir et blanc. On imagine que vous l'intégrez dans un rapport, vous allez la fournir à des personnes qui ne pourront pas l'imprimer forcément en couleur. Vous allez pouvoir voir si le choix de vos couleurs est pertinent et permet de bien restituer la graduation du phénomène que vous aviez en affichage couleur. Donc ça, c'est juste en noir et blanc, donc ça n'a rien à voir avec les daltoniens. Mais après, vous allez ici, par exemple, vous allez simuler le trouble de la vision des couleurs qui s'appelle protanopie. Voilà, donc si vous faites ça, voilà à quoi va ressembler la carte perçue par un daltonien qui n'aurait pas la perception du rouge. Donc là, ça va vous permettre aussi de vous assurer que votre carte va être compréhensible par le plus grand nombre, c'est-à-dire ceux qui ont une perception des couleurs correcte et puis aussi ceux qui auraient une altération de la couleur. Est-ce que si on enlève le rouge de votre carte, la graduation des classes que vous avez choisies et l'ordonnancement des couleurs se retrouvent aussi et bien perçus par des gens qui auraient des problèmes de perception du rouge, etc. Alors, l'idée, là, ce n'est pas de vous dire qu'à chaque fois, il faut que vous soyez attentif à ce détail, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui vont réfléchir sur quelle est la meilleure carte à produire avec tel type de données, avec tel type d'informations, de classes, etc. Mais que c'est compliqué et que c'est difficile de savoir combien de classes il faut produire, Après, il y a la possibilité aussi de faire des tests statistiques. Hein. Il y a plein de méthodes qui existent pour savoir quel type de distribution vous avez sur le phénomène que vous cherchez à cartographier, pour avoir après une bonne restitution en termes de choix de classes, du nombre de classes, de positionnement des bornes interclasses, etc., de bien restituer l'intensité de votre phénomène. J'allais dire, au niveau où on en est là, déjà, si vous êtes en capacité de produire une carte, c'est bien. Après, savoir quelle est la meilleure, est-ce que je dois choisir 8 classes ou simplement 6, on va dire que ça sera des questions que vous pourrez vous poser quand vous serez vraiment à l'aise sur je produis une carte. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est que dans l'idéal, vous puissiez penser la prochaine fois que vous allez faire un rapport à insérer une carte dans votre rapport et à avoir la capacité de la produire vous-même avec les données que vous avez collectées éventuellement sur le terrain, etc. Et que ce ne soit pas juste une capture d'écran que vous auriez fait sur une map monde en disant votre zone de travail, elle est là et puis qu'on ne voit strictement rien sur la carte. Donc, vous soyez en capacité de produire une carte qui restitue l'organisation du phénomène ou de votre zone d'étude avec les données que vous auriez pu collecter à droite, à gauche ou sur le terrain. Ça va être le premier objectif. Après, si vous maîtrisez bien ça, après, vous pourrez vous arracher un peu les cheveux sur
finalement, est-ce qu'il faut que je prenne 4 classes, 8 classes? Est-ce que c'est plutôt un élément, est-ce qu'il faut que j'utilise une méthode discriminante basée sur les quartiles ou sur une approche statistique, etc. Ça sera une question de second niveau. Déjà, si la carte vous fait plaisir et que vous avez le sentiment que visuellement, elle restitue bien ce que vous cherchez à défendre après dans votre rapport, c'est déjà un premier pas qui est nécessaire d'être atteint avant d'aller plus loin. Faites-vous confiance. Si la carte, déjà, elle vous plaît esthétiquement parlant et qu'elle vous permet de montrer et de mettre en exergue telle et telle opposition de phénomènes, c'est déjà un très bon début. Donc, si je continue, l'idée c'est que dans le projet QGIS, vous allez essayer de produire à l'écran la carte que vous souhaiteriez avoir à la fin. C'est-à-dire que vous allez faire toutes les modifications nécessaires pour que ce que vous avez dans votre vue ressemble le plus fidèlement possible à ce que vous aimeriez obtenir dans la carte finale que vous cherchez à produire. Que ce soit en termes de cadrage, de couleurs, etc. Et puis c'est là aussi que vous allez travailler sur ce qui va apparaître dans la légende. Vous voyez qu'ici, là, il y a un truc qui s'appelle limite administrative. Limite administrative, c'est pas forcément... ça traduit bien ce que c'est, mais par contre, peut-être que ça ne sera pas une bonne entrée pour une légende de carte. Donc là, par exemple, dans Source, je peux décider que limite administrative, je vais plutôt l'appeler commune, parce qu'effectivement, en fait, c'est les limites communales que j'ai à la carte, que j'ai sur ma carte. Commune de la région Languedoc-Roussillon. Donc, d'essayer de trouver un terme qui soit le plus fidèle en termes de description par rapport à ce que j'ai. Et vous voyez que dès que je fais cette modification, ça n'a changé en rien le nom du fichier tel qu'il apparaît sur mon disque dur, mais dans mon projet, maintenant, cette couche s'appelle commune de la région Languedoc-Roussillon. Pareil, quand je vais modifier, là on a travaillé sur le nombre de classes, dans symbologie, j'ai les valeurs qui sont utilisées, et puis ici j'ai les légendes. J'ai la partie légende. La partie légende, c'est ce qui va apparaître dans mon encart de légende, dans ma carte finale. Et là, j'ai choisi des bornes numériques. Peut-être que finalement, ce n'est pas ce que je veux faire apparaître et que là, je vais utiliser un terme, je vais dire que c'est, par exemple, très faible. Parce que finalement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la valeur numérique, mais c'est l'intensité du phénomène. Donc là, on peut imaginer que je fais une graduation progressive. Voilà. J'ai modifié mes éléments de légende, je fais appliquer, je fais OK, et vous voyez que c'est ce qui apparaît maintenant, ce qui a remplacé les valeurs numériques que j'avais avant. Pareil, l'hydrographie, je trouve que ce n'est pas très visuel, là, et pourtant c'est un élément important parce que dans ma carte, je veux parler de la prépondérance de réseau hydrographique pour l'accès à l'eau, par exemple, sur la zone. Là, je vais pouvoir encore une fois modifier l'épaisseur notamment de cette ligne. Et je voudrais qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Je clique sur ligne simple, sur le symbole ligne simple, et je grossis un tout petit peu cette ligne pour qu'elle soit un petit peu plus visible. Bon, là, c'est un petit peu mieux. Peut-être qu'il faut que je joue aussi sur la couleur pour être un petit peu plus sombre et que ce soit peut-être un peu plus visible sur ma carte. Voilà, là, je vois un petit peu mieux le réseau hydrographique. Donc, l'idée, c'est d'aller au plus loin possible en termes d'aspect final de ma carte dans mon projet QGIS. Une fois que j'ai fait ça, régulièrement, bien sûr, j'enregistre. Et là, je suis content et je peux aller dans gestionnaire de mise en page ou nouvelle mise en page. Ma belle carte, ça ne va pas marcher. Ma belle carte numéro 2. Hop. Ouais. Non, je suis en train de faire Du coup, ici, vous avez la possibilité, une fois que vous êtes face à votre page blanche, déjà de modifier éventuellement l'organisation de cette page. Donc là, on est vraiment dans la partie composeur cartographique. C'est un module à part qui va exploiter ce qui est affiché dans votre projet QGIS principal, qui va exploiter ce qu'il y a dans votre vue.
vous allez pouvoir ici lui dire, effectivement, là déjà, je veux modifier ma page. Moi, j'aimerais travailler j'aimerais être en mode portrait. Alors, ça ne marche pas du tout ce que je voulais vous montrer, qu'on pouvait changer l'orientation. Ah, c'est mise en page, propriété de la mise en page. Ok, donc ça ne marche pas du tout ce que je vous propose, de changer l'orientation. Ok, donc c'est un fiasco total. Il faut que je retrouve l'option. Voilà, si, alors voilà, pardon. Donc c'est en cliquant bouton droit sur la couche, propriété de la page. Et donc là, je peux passer en portrait. Voilà, et vous voyez qu'il passe, il change l'orientation. Ça peut déjà être un premier élément à modifier. Et une fois que je vais faire ça, je vais pouvoir effectivement ajouter des cartes. Et qu'est-ce qu'il va faire au moment où j'ajoute cette carte? Il va aller chercher les éléments qui sont actuellement disponibles dans mon projet QGIS. Donc, il va aller récupérer l'information telle qu'elle apparaît dans mon projet QGIS. Ce qui veut dire que tout ce qui ne me convient pas dans cette carte devrait être modifié dans QGIS pour que les modifications soient effectives dans ma carte finale. Typiquement, là, je me dis, bah, finalement, le découpage administratif des départements qu'on voit en rouge ici, là, il est trop visuel, il est trop visible et il prend le dessus sur l'information que je cherche à cartographier. Bah, du coup, je vais retourner dans mon projet QGIS et mes départements de France, finalement, je vais leur dire bah non, tu ne vas pas les afficher comme ça, tu vas les afficher de façon beaucoup plus light pour que ça apparaisse, mais de façon beaucoup moins perceptible. Et une fois qu'on aura fait cette modification, je peux revenir dans ma carte, faire un rafraîchissement d'affichage et voir à chaque fois, en faisant encore une fois des allers-retours, des essais-erreurs, voir si ce que je vois à l'écran correspond à ce que je souhaiterais obtenir en termes de carte finale. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir insérer d'autres éléments. Donc, je vous ai parlé la dernière fois de la légende. La légende, c'est effectivement un élément important puisque c'est lui qui va permettre au lecteur de comprendre un petit peu quels sont les phénomènes cartographiés, etc. Dans la légende, il va rapatrier le nom de toutes les couches d'information de votre projet qui ne sont pas forcément utilisées ou visibles sur votre carte. Donc vous, après, là, il y aura un choix à faire sur qu'est-ce que dans les éléments de légende, ce qui s'affiche dans le volet à droite, qu'est-ce que je vais vouloir garder dans mon cartouche de légende finale. Bah, typiquement, moi, je vais décocher mise à jour automatique ou alors là, je vais choisir quels sont les éléments que je vais vouloir afficher. Pardon. Que je vais vouloir afficher dans ma carte. On peut jouer sur là-dessus. On peut avoir aussi plusieurs cartes. Alors ça, c'est pour des mises en page un peu plus complexes, mais on peut avoir plusieurs cartes sur une même page qui vont provenir de différentes vues d'un même projet
Je vous expliquerai ça peut-être la semaine prochaine quand on essaiera de faire des mises en page un peu plus avancées. Mais pour l'instant, là, je vais me contenter d'une explication assez simple. Je vais pouvoir ici choisir quelles sont les entités que je souhaite représenter. Je vais m'assurer aussi que le titre des couches et les titres des classes ici est explicite pour l'utilisateur. Est-ce que la personne qui va lire cette carte et donc qui n'aura pas créé la carte va pouvoir comprendre de quoi il en retourne? Commune de la région de Languedoc-Roussillon, finalement très faible quoi? On ne sait pas finalement quelle est la variable qui est cartographiée. Donc là, je vais pouvoir retourner dans les propriétés de la couche et éventuellement choisir ici de donner une explication plus claire ou de jouer sur la valeur sur le nom de la couche plutôt que commune de la région Languedoc-Roussillon, peut-être intégrer le nom de la variable qu'on souhaite cartographier ou qu'on est en train de cartographier pour que ce soit plus explicite dans la légende. Pareil, là, la question, c'est de savoir, par exemple, toutes ces cartes que je n'utilise pas, est-ce que je les supprime de mon projet QGIS pour qu'elles disparaissent de la légende, ou est-ce qu'une fois que j'ai fait le maximum de modifications intéressantes dans ma légende, je vais faire le choix, par exemple, ici, de désactiver la mise à jour automatique, c'est-à-dire que les changements maintenant que je ferai dans mon projet QGIS n'interféreront plus avec le cartouche de légende, et je vais pouvoir, si je fais ça, décider de supprimer telle ou telle entrée parce que c'est présent dans ma carte, mais finalement, ça n'a plus d'intérêt par rapport à… Ça n'a pas d'intérêt d'être forcément dans mon cartouche de légende que je vais retrouver sur ma carte finale. Donc là, par exemple, voilà, on peut imaginer que je vais supprimer tout ça. Hydrographie, ben moi, j'aimerais plutôt le mettre en dessous de commune. Hydrographie, ce n'est pas très clair, donc je peux appeler ça réseau hydrographique. Voilà. Donc l'idée, c'est d'amener du clair dans ces retouches du cartouche légende, etc., pour être sûr que ce soit des éléments qui aient du sens, des éléments dont le nom soit parlant à des personnes qui n'auraient pas créé la carte. Et je vais pouvoir, si je me suis trompé, rajouter, en appuyant sur le bouton plus, je vais pouvoir aussi aller dire, ben non, en fait, j'ai enlevé département, et puis en fait, où est-ce qu'il y a d'ailleurs département? Voilà, département de France, je l'ai enlevé, en fait, c'est quelque chose que je veux montrer. Donc là, je vais le rajouter ici pour être sûr que ça apparaisse. Alors, vous voyez que je l'ai deux fois, moi, dans mon projet, et finalement, j'ai pris le mauvais. Donc, je vais le re-effacer et retourner chercher département de France, voilà, qui correspond à celui que j'ai dans ma carte. Et une fois que j'ai ça, vous voyez que j'ai une organisation un petit peu plus épurée de ma légende et qui se concentre vraiment sur ce qui doit apparaître parce que c'est ce qui me sera utile après dans ma carte. Là, je vais pouvoir travailler aussi sur plein de paramètres. Par exemple, je peux dire, ben non, moi, je veux 2 colonnes sur ma légende. Au lieu que ce soit une seule colonne organisée, ben, j'en veux 2, 3, etc. Je veux qu'il y ait un titre. Alors, le titre ici, ça peut être quelque chose, un titre basique, genre légende, mais ça peut être aussi un titre qui reprend la thématique. Donc là, c'est variation de densité de population, par exemple. De population en 2012. C'est pas 2006, mais bref, c'est pas grave. Voilà. Donc, essayez d'être le plus clair possible et le plus informatif possible pour les utilisateurs de votre carte. Donc, il faut bien que vous compreniez qu'il y a à chaque fois des boulots à faire sur le projet. Donc, il y a des allers-retours à faire entre le projet SIG et le composeur cartographique pour l'apparence de votre carte. C'est-à-dire qu'il faut aller le plus loin possible dans QGIS, dans l'aspect final de votre carte. Ça sera de côté de QGIS. Et après, dans le composeur cartographique, vous allez pouvoir travailler sur les éléments qui vont composer votre carte.
le titre, la légende, rajouter un tableau de données si c'est possible, rajouter peut-être une photo que vous avez prise sur le terrain si ça permet d'illustrer un propos, etc. Et du coup, il y a vraiment ces deux modules qui vont s'articuler et il y a une certaine partie des opérations que vous devrez faire dans QGIS et une autre que vous ne pourrez faire que dans le composeur cartographique. C'est le cas par exemple de la modification du cartouche légende ou de l'échelle graphique, etc. Je vous ai listé à la fin du TP1 un certain nombre d'éléments indispensables pour qu'une carte s'appelle une carte. Donc on est d'accord qu'il y a un titre explicite, un élément cartographique, donc une restitution cartographique, une légende, une échelle graphique. Encore une fois, c'est important, ça permet d'avoir une idée de proportion. Alors sur des entités connues comme celle qu'on a là à l'écran avec des limites administratives, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, si on imagine faire une carte à plus grande échelle sur une exploitation agricole, par exemple, avec des représentations de parcelles, etc., c'est bien que le lecteur puisse savoir si la parcelle, elle fait 20 mètres ou 300 mètres. Donc là, il faut forcément une échelle cartographique. Le logiciel la génère automatiquement, donc appuyez-vous là-dessus pour donner des éléments de compréhension au lecteur. Et puis, alors attendez, je vois qu'il y a des éléments dans la conversation. Dans le TP2, non, pas du tout sur la bonne zone, il me semble. J'ai construit sur la bonne position, il me semble. Quelqu'un a le même problème. C'est qui parle? C'est Marie. Marie, tu veux reprendre 2 secondes la main là, sur la notion de... Sur la question que tu poses dans le module conversation? Oui, je ne voulais pas la poser parce que ça parle du TP2. Du coup, je pensais peut-être qu'il y avait des gens qui travaillaient sur ça maintenant. J'y reviendrai parce que le TP2, il faut juste que je fasse un petit topo pour vous donner un petit peu les objectifs généraux pour que vous puissiez y arriver sans trop vous bloquer. Donc, est-ce que c'est plus clair sur le module Carto, comment ça s'articule avec le projet QGIS? On pourrait très bien imaginer utiliser QGIS sans jamais produire de carte. Moi, je trouverais ça dommage, mais on peut imaginer que le SIG, vous allez l'utiliser. Il y en a qui en ont cet usage uniquement pour produire des données statistiques à base de recoupement d'informations spatiales que vous auriez sous forme de couche vectorielle ou sous forme de couche raster, et donc sans jamais utiliser le composeur Carto. Vous, ce que vous chercheriez, par exemple, c'est à produire des indicateurs ou à essayer d'extraire des calculs de surface de parcelles, etc. Mais votre objectif n'est pas de représenter ces parcelles, mais juste de connaître leur surface. Le logiciel SIG peut, par exemple, permettre de faire ça. Donc, on pourrait très bien imaginer avoir un usage du logiciel QGIS sans avoir l'usage du composeur cartographique. Ok, oui, c'est plus clair, merci. Ok. Et je précise aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jocelyn a posé une question aussi. Alors, attends, justement, je n'ai pas eu le temps de remonter. Jocelyn a posé une question. Merci, Jocelyn. Alors, attends. Converser. Je remonte. Jocelyn, pouvez-vous montrer la manip de la zone tampon? Oui. Ok. Est-ce que Jocelyn, tu peux... Alors, avant de... Un petit conseil. Donc, on va considérer que là, le TP1, il est fini. Ok, vous avez été un grand nombre à m'envoyer des cartes. Par rapport aux cartes que vous m'avez envoyées, que j'ai pu réceptionner dans ma boîte mail, 2 remarques. Je vous ai dit ici, il faut aller dans le cartouche légende, ici dans les propriétés de la légende, pour choisir ce que vous allez continuer à afficher dans votre projet. Donc, les cartes qui vous étaient demandées à l'issue du TP1, c'était de représenter l'ensemble du territoire français avec des variations de proportion de population agricole et puis des variations de taille de points en fonction de la population totale. L'idée de ce premier TP, c'est d'avoir une information à l'échelle nationale. Pour la plupart d'entre vous, vous m'avez envoyé une carte où continuaient à être affichées des informations
des couches d'informations que vous utilisiez au début du TP, limites administratives, réseau hydro, etc. Du coup, vous vous retrouvez avec une carte où vous avez l'ensemble du territoire français avec le phénomène que vous cherchez à cartographier, et puis vous continuez à afficher en bas les limites administratives communales de la région Languedoc-Roussillon, le réseau hydrographique du département de l'Hérault, etc. Donc tout un ensemble d'informations qui n'ont strictement rien à faire sur la carte finale. Donc normalement, il aurait fallu retourner dans QGIS, désactiver les couches qui n'ont pas lieu d'être ou d'apparaître sur la carte finale, puisque c'était des couches qu'on utilisait au début du TP pour apprendre à manipuler QGIS, et en tout cas les expurger de votre carte finale. Donc ça, je vous l'ai montré, hein, vous retournez dans QGIS, vous décochez les couches qui ne vous intéressent pas, par exemple ici, limite administrative. Le réseau hydro, pareil, on est d'accord, hein, si on travaille à l'échelle de l'ensemble des départements français, si on travaille sur l'ensemble de ces départements français, on est d'accord que là, le réseau hydrographique de l'Hérault, il n'a strictement rien à faire ici. Et du coup, il va falloir que je m'assure que je l'ai décoché, que j'ai décoché aussi le LES pour m'assurer que dans ma restitution carto finale, je vais avoir la possibilité de voir l'ensemble des couches d'informations et que je vais pouvoir aussi voir l'ensemble des éléments d'intérêt, donc l'ensemble du territoire français sur ma carte. Vous voyez que là, il y a encore un effort de zoom à faire. Voilà. Mais du coup, il va falloir décocher les différentes couches qui n'ont strictement rien à voir avec le phénomène que vous cherchez à cartographier. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Deuxième élément, c'est que je vous ai demandé de cartographier le ratio de la population agricole sur la population active totale. Et je vous demanderai, mais ça, ce n'est pas spécifique au SIG, hein, mais faites attention à ce que vous allez produire quand vous réalisez un calcul. Il y avait un petit piège, hein, ça avait été soulevé la dernière fois. Dans l'énoncé que je vous propose, j'ai interverti les deux éléments à utiliser pour faire le ratio, et la plupart d'entre vous, vous m'avez simplement divisé la population active totale par le nombre de personnes rattachées à la CSP 1, donc à la catégorie socio-professionnelle rattachée au monde agricole, ce qui génère des ratios qui sont complètement à l'envers de ce qu'on devrait trouver. C'est-à-dire qu'on trouve les plus fortes valeurs sur la région parisienne, sur la Côte d'Azur, etc. Donc, qui sont des zones, d'un point de vue agricole, qui sont un peu sinistrées.